Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Me concernant, j'ai passé un super week-end et j'avais vraiment envie de vous partager cette deuxième partie de la présentation concernant les moments délicats de votre expérience. Alors, qu'entend-on par moment délicat? J'avais déjà fait donc une première présentation qui parle des expériences ratées, du licenciement, du chômage et de la maladie grave, vous ou un proche. Là, dans cette présentation, il est question davantage d'aborder en fait le harcèlement sexuel et moral, la dépression, le burn-out et l'handicap. Alors, je vous annonce tout de suite, je ne suis pas RH, je ne suis pas juriste, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin. Donc certainement que dans cette présentation, il y aura, comment dire, des points à éclaircir, à approfondir. Moi, je vais vraiment parler de voilà, comment ça peut être considéré, pris en charge sur le plan purement professionnel et surtout dans l'étape cruciale de l'entretien de recrutement. Cependant, je m'intéresse au sujet parce que voilà, ça fait partie de mon métier, mais ça fait partie aussi de certains éléments de ma vie. Typiquement, le harcèlement sexuel, moi, je ne l'ai pas connu, mais un proche, très très proche, ni plus ni moins ma mère, l'a connu beaucoup plus jeune. Donc, ce sont des sujets vraiment qui me tiennent à cœur. Le burn-out, c'est pareil, pour le coup, moi, je l'ai connu directement. Donc, voilà, donc je vais essayer d'être le plus neutre, le plus aussi, comment dire, le plus dans l'entraide possible aussi par rapport à cette présentation. Alors, tout d'abord, moi, ce que j'ai envie de vous dire, ce sont les choses suivantes. Ce que vous avez vécu fait partie de votre histoire professionnelle comme personnelle en fait. C'est pas une sorte de petit sas comme ça à côté de votre vie où il faut soit l'oublier, soit le mettre sous silence, soit être dans ce que j'appelle parfois le déni. Ça a eu lieu, ça s'est passé et ça fait partie de votre histoire. Ça fait partie de ces moments au travail où il s'est passé des choses compliquées ou alors à côté de votre travail sur le plan personnel et parfois, ça arrive assez souvent que sur le plan de l'entretien, on oublie en fait ces aspects de vos vies, mais pourtant elles sont encore là dans votre façon de parler, dans votre façon d'appréhender les nouvelles opportunités, dans votre façon aussi de vous intégrer au travail. Et j'en viens au deuxième point, c'est que les émotions ont totalement leur place en fait en entretien comme au travail. Moi j'entends souvent on fait pas du social par rapport au recrutement ou encore ah ça c'est pas du tout mon registre, on va pas en parler, etc. Ou encore à un moment donné, il est trop émotif ou elle est trop émotive, elle est trop sensible. Bah, en fait, c'est vous en fait, c'est vous, votre personnalité, votre façon d'être, elle s'incarne aussi bien dans une vie personnelle, en famille ou ailleurs, mais aussi au travail. Donc les émotions, à un moment donné, c'est important de mettre le doigt dessus, c'est important de dire qu'elles existent et ne pas dire bon bah c'est pas grave ou être dans l'euphémisme ou être dans l'atténuation de ce qui s'est passé parce que ça provoque souvent des situations où les personnes sont dans l'incapacité de se guérir en fait. Donc c'est en ce sens où je veux vous dire que vraiment, vous avez droit d'avoir des émotions, vous avez droit de pleurer, vous avez droit de crier, vous avez droit de claquer une porte quand à un moment donné ça va trop loin, etc. C'est naturel, c'est humain et c'est même salutaire. Dans cette même logique, c'est important aussi de s'entourer des bonnes personnes, que ça soit sur le plan purement des professionnels, des experts, c'est-à-dire des gens dans le domaine médical, des personnes dans le domaine donc de la santé, comme je viens de vous dire, dans le domaine juridique, dans le domaine aussi personnel, c'est-à-dire les conseils, enrichissez-vous de plein regards différents, des regards plus orientés affectifs, comme par exemple vos proches, mais aussi des personnes qui ont connu ça dans le sens où ils sont confrontés régulièrement à cette population-là, typiquement des personnes qui sont spécialisées dans le burn-out ou des personnes qui sont dans le domaine du harcèlement, etc. Ils sont capables de vous donner des billes dans une situation où vous vous retrouvez vraiment dans une sorte de faiblesse parce que soit vous avez été traumatisé, soit vous savez pas exactement comment affronter ce problème, etc. Donc c'est important vraiment de bien s'entourer de personnes qui vont vraiment vous aider et non pas vous enfoncer, non pas vous accabler, non pas vous faire culpabiliser. Donc rencontrer le maximum de personnes, ça peut être vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, des gens proches, mais pas que. Quoi. C'est important aussi d'élargir les horizons. Enfin, le plus dur, c'est le penser futur. Quand j'entends burn-out, dépression, harcèlement, quoi. Clairement, le plus dur, c'est à un moment donné de se projeter. Et je sais que quand j'ai discuté avec certaines personnes, souvent le passé est encore très très présent
encore très lourd à porter, encore pas du tout. Il y a encore un conflit avec soi-même aussi dans l'acceptation même de ce passé. Et je sais que le plus dur, c'est souvent ça, c'est de se projeter dans un poste, de se projeter dans son poste actuel, de se projeter même dans le fait de rechercher de nouveaux jobs. C'est souvent ce qu'il y a le plus dur. Donc là, en fait, même dans ce que je vais vous décrire là, euh, c'est des slides qui sont très très rapides. Mais parfois, on est sur le travail de 3 à 4 ans. Hein. Je veux dire, on n'est pas, quand je dis penser futur, c'est pas comme ça en claquant des doigts. Hein. C'est vraiment des fois un travail très très compliqué pour beaucoup de monde. Il y en a certains qui, bah, typiquement, des fois, c'est propre à leur personne. Et donc, il y a des schémas qui se répètent. Et donc, du coup, ils sont continuellement dans des fois des situations compliquées pour elles. Donc, c'est vraiment un travail sur soi et penser futur c'est la clé parfois pour s'en sortir, c'est voir après, c'est se projeter, c'est voir des horizons meilleurs, c'est voir un petit peu plus positif aussi. Et je sais que c'est parfois l'étape la plus compliquée. Comme je disais dans l'ancienne présentation, pensez davantage stratégie de recherche de job, comment on amène le sujet sur la table, comment on trouve les bonnes opportunités qui sont en corrélation avec qui vous êtes, la nouvelle personne que vous êtes et ce que vous avez été. Donc et en même temps, c'est important pour vous peut-être de le dire. Et donc ça, c'est pour ça que je parle davantage de stratégie que de confession intime. Moi, je le vois, c'est déjà arrivé quand je discute avec une personne en tant qu'agent de carrière le sujet qui lui pèse le plus, ça a pris peut-être 45 minutes de l'entretien. On était sur 1 heure d'entretien. Et donc là, on est davantage dans ce que j'appelle le sas de confidence, comme si j'étais une psychologue, alors qu'on est davantage dans une logique où, a priori, on est censé quand même prouver ses compétences pour un poste. Donc, soit à un moment donné, vous êtes prêt et il faut penser stratégie, soit il faut encore faire ce travail sur soi et ne pas tout de suite enclencher la vitesse supérieure par rapport à la recherche d'un nouveau job. Voilà, il faut trouver à un moment donné le bon compromis en fait parmi tout ça. Et surtout, il faut trouver réfléchir aussi au côté impact. Est-ce que là, si je vais dire quelque chose, non seulement ça va avoir un impact ou pas dans la décision future, et si pour le coup c'est un impact négatif, on est peut-être dans le domaine de la discrimination, et surtout, est-ce que ça va avoir un impact pour après typiquement, il y a des sujets, comme je l'expliquais tout à l'heure, la maladie grave, la dépression, peut-être que parfois il y a des problématiques de médicaments, de consultation médicale, etc., etc. C'est peut-être important que l'entreprise sache qu'il y aura des répercussions dans votre job, quoi. Donc, c'est encore une fois, c'est votre décision de le dire ou pas. C'est en aucun cas l'entreprise qui doit mettre le sujet sur la table. Mais à quel point ça a un impact. Alors que peut-être, la question, comme je le disais tout à l'heure, du licenciement, les entreprises en face que vous rencontrez ne sont pas forcément dans l'obligation de savoir, en fait, ce que vous avez vécu. Ça n'a pas forcément d'impact dans le quotidien du job. Enfin, posez-vous, prenez le temps de la réflexion. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, entre être prêt, pas prêt. Parfois, les personnes, comme je disais aussi dans mon ancienne présentation, peuvent avoir cette tendance à voir le travail comme un refuge. On parle des drogues en ce moment, mais le travail fait partie de ces drogues aussi. Parfois, c'est une façon un petit peu de s'oublier soi-même, de s'oublier en tant qu'individu. Et donc, on se refuge dans le travail, on en fait des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et arrivent d'autres pathologies, d'autres, on va dire, problèmes personnels comme le burn-out, etc. Donc, c'est vraiment important, vraiment encore une fois, de bien vous entourer, de bien se connaître, de bien comprendre ce qui s'est passé et de refaire l'histoire et de penser après, par la suite, s'il faut encore se reposer ou pas, ou s'il faut à un moment donné enclencher la vitesse supérieure. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, avant tout, dans chaque sujet que je vais aborder aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur d'abord comment ça se passe en amont pour que la suite se passe mieux. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire que des fois, il y a des problématiques où, comme elles ont été maltraitées au départ, elles pèsent encore plus après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a ce que j'appelle des demi-solutions entraînent de gros problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que vous avez bien travaillé, bien, pas que vous, hein, mais avec d'autres personnes, la guérison? Et donc, j'en viens typiquement aux victimes du harcèlement. Alors, le harcèlement, c'est 2 sujets, harcèlement moral, harcèlement sexuel. Harcèlement moral, on est davantage sur des actions répétées qui entraînent justement une dégradation des conditions de travail. Harcèlement sexuel, c'est pareil, ce sont des actions répétées qui entraînent davantage, on va dire, du moins qui entraînent aussi des dégradations évidemment des conditions de travail, mais qui sont à connotation sexuelle et sexiste. Voilà, donc du coup, par rapport au harcèlement, sujet assez tabou, et je pense que c'est important déjà d'en avoir conscience en fait, que
ce que c'est que le harcèlement. Parce que moi, c'est pareil, j'entends des fois des personnes, j'ai l'occasion de discuter avec pas mal de monde, où parfois le mot n'est pas mis. C'est-à-dire, elles vont dire, ah oui, non, mais là, elles atténuent parfois les personnes, un petit peu comme les victimes aussi de violences physiques, hein, qui vont dire il m'a pas vraiment frappé ou bon ça arrivait qu'une fois, c'est pas bien grave. Du coup, il y a un peu ce côté de sentiment de honte, et donc on atténue les choses, et donc des fois on sait pas nommer exactement que là il s'agit du harcèlement moral ou encore même du harcèlement sexuel. C'est important vraiment de se dire déjà la première chose, c'est de nommer les choses. Ensuite, vous n'êtes pas seul, ne pas se dire ça va passer, rester isolé et en fait se rendre compte qu'il y a quand même, je sais pas, votre intérieur, votre même sur le plan physiologique, parfois il y a ce que j'appelle des alertes, un petit peu comme quand on est avec une personne pervers narcissique, toxique, etc. Des fois le corps envoie des signaux, parfois notre comment expliquer ça, on a des, je sais pas comment on appelle ça, des fois des intuitions, on sent que là il y a un truc qui va pas, mais vous êtes là à terre votre moi intérieur, à terre vos alertes, écoutez-les quoi. Et vraiment, vous n'êtes pas seul, discutez-en, rencontrez des personnes, partagez vos doutes, vos questionnements, de façon à ce que justement on ne laisse pas le problème prendre de l'ampleur, prendre de la longueur. Et plus le harcèlement est long et douloureux et durable, plus après la guérison est compliquée. Donc je pense que dès que vous avez des signaux, c'est vraiment très important de partager déjà avec vos proches, et puis après on ira plus loin, et c'est typiquement le cas bah voilà, du CSE, hein, donc qui est une entité qui permet vraiment de gérer les problématiques. On est dans le domaine de voilà, tout ce qui est délégué du personnel en interne, généralement les entreprises sont censées en avoir un à partir de 11 salariés. C'est une obligation. C'est pas toujours le cas, mais c'est une obligation. Et donc là, ce sont des personnes qui sont capables justement de vous conseiller, de vous guider, de penser stratégie, comme je disais tout à l'heure, et vraiment de bien, comment dire, vous conseiller sur aussi la récolte des données. C'est-à-dire que des fois, on est là, on quitte le job, on en peut plus, et en fait, arrive le moment où vous avez rien gardé, que ce soit les SMS, que ce soit les mails, que ce soit, je sais pas, des témoignages de salariés autour de vous, etc. Donc eux, ils vont vraiment vous conseiller sur la stratégie pour dénoncer ces pratiques. Ensuite, il y a se faire accompagner, il y a à la fois en amont, c'est-à-dire vraiment au démarrage ou en tout cas dans le moment du harcèlement, mais aussi après. C'est-à-dire que ça n'arrête pas au moment où vous avez dénoncé, c'est aussi derrière tout ce qui va être réparation, que ça soit sur le plan médical, que ça soit sur le plan juridique, que ça soit sur le plan social. C'est-à-dire que vraiment, les répercussions sont multiples par rapport au harcèlement. Alors, il y a un rapport au travail qui est brisé. Effectivement, on est dans la confiance. Souvent, ça peut être un supérieur hiérarchique. Il faut savoir que les femmes, elles sont, je crois, à hauteur de 52% à avoir été victimes de harcèlement sexuel. Et donc, à partir de là, il y a un rapport des fois aux individus, aux hommes, à la hiérarchie, à l'autorité qui est complètement brisée, où il y a un peu voilà, cette confiance totalement rompue, et c'est vachement difficile dans la reconstruction, c'est de pas partir sur des biais, de pas refaire l'histoire, de pas tout de suite identifier des personnes de par des mots qu'elles vont dire, de par les attitudes, de par, je sais pas, des fois des petites phrases comme ça qui vont tout de suite réveiller des traumas, réveiller des choses intérieurement, et vous allez tout de suite dire bah non, j'y vais pas, parce qu'il y a des biais, parce qu'il y a une perte de confiance totale. Et je pense que le plus dur, je pense, par rapport au harcèlement, c'est à la fois de se reconstruire soi-même, ne pas avoir honte, ne pas se sentir coupable, et ne pas comment dire se sentir mal, mais le plus dur, c'est aussi la confiance, c'est de réparer la confiance. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est de nommer les choses, hein. On est dans le domaine de la violence, de la maltraitance. C'est très très important de mettre les mots, les termes sur ce que vous avez vécu. C'est très important. C'est les mots font partie de la guérison. Les mots font partie du schéma de reconstruction psychologique. Beaucoup de personnes, quand elles ont été victimes d'agressions, de viols, comment dire, voilà, d'harcèlement sexuel, etc. Souvent, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le terme n'était pas dit, le mot n'était pas donné, parce qu'il y a une honte, parce qu'il y a ce côté, mais non, mais c'est pas vraiment ça que j'ai vécu. Mais si, en fait, il faut dire les choses, et des fois c'est l'entourage qui l'aide, des fois ce sont les professionnels qui aident à mettre les mots sur les choses. Ensuite, là, pareil, réconciliez-vous avec votre histoire, votre passé, vous-même, et ça passe parfois par une réparation juridique, quand on a la force de le faire, quand on a l'envie de le faire, et c'est parfois très salutaire, c'est-à-dire
un blâme, aller au prud'homme, aller plus loin justement dans le fait qu'à un moment donné, ce schéma-là ne doit pas se répéter aussi avec les autres personnes. C'est pas uniquement vous qui a été touché. Parfois, c'est aussi un environnement de travail, c'est parfois des collègues. Donc, des fois, il y a un peu ce côté, bah voilà, je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec mon passé, je deviens une personne que j'aime parce que j'apprécie aussi cette démarche que j'ai eue envers les autres et envers soi-même de réparation. Voilà, donc des fois, ça peut être vraiment un schéma tout à fait envisageable. Ça peut faire vraiment partie de la guérison et ça permet parfois d'aider aussi à trouver un job par la suite. Ce n'est pas de votre faute. Moi, j'ai déjà entendu des personnes dire mais pourquoi c'est tombé sur moi? Et pourquoi c'est certainement parce qu'à un moment donné j'ai agi comme ça, ou j'ai peut-être été trop suggestive par rapport à mes accoutrements ou ce genre de choses, ou j'étais peut-être un petit peu trop copine avec mes collègues, mon patron, etc. Pourquoi en fait c'est ma faute? J'aurais dû comporter autrement. Et en fait, il y a tellement des fois quand on est dans un silence très fort, comme je disais tout à l'heure, le fait de ne pas être entouré, le fait de ne pas rencontrer les bonnes personnes, mais en fait, toutes ces charges, c'est vous qui la portez. C'est vous qui la prenez intérieurement et vous vous dites, mais en fait, c'est ma faute. Et il y en a certaines personnes qui vont jusqu'à la tentative parfois de suicide, qui vont justement être dans la dépression profonde. Donc c'est là où vraiment, quand je dis de poser sur la table de l'entretien ce problème-là, c'est déjà tout un travail en amont de reconstruction, de réparation et de pouvoir vraiment nommer les choses. Et là, c'est important aussi de se reconstruire en analysant les patterns, reconnaître les mécanismes qui font qu'à un moment donné, parfois vous retombez un petit peu dans cette situation de par, je sais pas, des situations où vous identifiez des comportements en face. Et là, c'est là où ça se contredit avec ce que je viens de dire avant, c'est qu'effectivement, il faut pas non plus tomber dans les biais, mais c'est important de comprendre les mécanismes à la fois psychologiques, les vôtres, mais aussi en face, bien identifier, en fait, comme je le disais tout à l'heure, bien reconnaître le harcèlement, bien reconnaître ce qui est de juste je sais pas, l'attitude d'une personne, je sais pas, qui vous apprécie, et une attitude où là, ça va beaucoup trop loin. C'est une personne qui va justement avoir il y aura de la manipulation, il y aura de la culpabilisation, et c'est vraiment important de bien reconnaître ces mécanismes pour pas retomber dans les mêmes schémas. Mener une véritable stratégie de recherche des bonnes entreprises aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, une fois qu'il y a eu toute cette partie, et encore une fois, ça peut durer des années, hein. Je suis là à faire quelques slides, mais on est parfois sur des schémas qui peuvent durer très très longtemps. Une fois qu'il y a eu cette démarche de thérapie, de guérison, d'avoir une vraie stratégie de recherche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je disais, la confiance elle est brisée. Quelle entreprise je vais aller chercher? Où je vais aller? Comment je vais faire? Et donc d'aller identifier peut-être les entreprises qui sont un peu safe. Alors des fois il y a des signaux faibles par rapport à ça, il y a des signaux extérieurs, il y a des signaux aussi de l'entourage, du réseau. Donc tout ça, ça peut vraiment aider à un moment donné se dire bah tiens là je vais rejoindre une structure où en regroupant tous ces points-là, je pense que je m'oriente vers une structure où je me sens en sécurité. Donc c'est vrai que ça peut être voilà le réseau comme je l'expliquais, de la cooptation, des personnes qui vous disent clairement dans le quotidien ça se passe super bien. Si vous êtes une femme, peut-être des fois ça peut être des dirigeants femmes aussi qui peuvent aussi vous rassurer. Si vous êtes dans une situation de typiquement où vous avez des mécanismes comme par exemple le fait que l'équipe dans la manière de vous accueillir en entretien, vous sentez qu'il y a quand même des situations malsaines, par exemple l'un qui dénigre le travail de l'autre pendant l'entretien, bah voilà, c'est important d'identifier les petits red flags aussi, des choses qui vont vous dire tiens là je vais mettre le sujet sur la table, je vais essayer de comprendre et je vais pas partir tête baissée sur une opportunité quelle qu'elle soit. Donc c'est en ce sens où vraiment la stratégie c'est aussi contacter les anciens salariés. Je sais que ça peut prendre plus de temps qu'une recherche lambda, mais c'est ce que je conseille vraiment à beaucoup de personnes parce que des fois le Glassdoor n'est pas toujours représentatif, sauf évidemment si les commentaires négatifs sont assez répétés. Mais ça peut être aussi d'aller chercher des personnes qui justement sont des anciens, ils sont partis, regarder un petit peu ce qu'ils en pensent, le management, etc. Et du coup, avoir encore une fois des billes pour vous décider par la suite. Bien questionner en entretien, c'est exactement ce que j'ai dit aussi juste avant, sur à la fois les red flags, sur le traitement du workaholisme, sur par exemple
les conditions de travail, comment les personnes travaillent, où est-ce qu'elles sont, visiter les locaux, quoi, voilà. C'est vraiment très important de voir un petit peu l'état d'esprit, le background aussi du patron d'entreprise, par où il est passé. Je sais pas, des fois il y a peut-être des entreprises qui vous avez identifiées comme étant plutôt nocives, et vous voyez qu'il vient de cette entreprise-là, où tu peux dire peut-être qu'il va reproduire les mêmes schémas managériaux, etc. Bon, bref. Et ensuite, refaire confiance, mais pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire que voilà, vous mettez vos conditions, vous dites que voilà, vos critères d'exigence sont les suivants. Vous êtes intolérante sur la période d'essai, si à un moment donné il y aura des remarques sexistes, s'il y aura des remarques racistes, si à un moment donné, quoi, voilà, mettez sur la table vraiment les points. Et si l'entreprise en face elle vous dit oula, elle c'est une chieuse ou c'est un chieur, bah tant pis en fait, c'est pas grave et tant mieux en fait. Si l'entreprise vous dit ah ben non mais nous clairement on a même mis une charte en interne de bonne conduite. Sur ces points-là, on est très intransigeant, etc. Bah, là, vous pouvez dire, bah, donnez-moi des exemples. Ok, une charte interne, mais quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un déjà rien que c'est tout bête, mais des instances où la parole peut se libérer comme un CSE, des RH, c'est tout bête, mais déjà vous avez une sorte de garde-fou en interne pour, entre guillemets, vous protéger en cas de soucis. Donc c'est vraiment important déjà de voir s'ils sont réglo par rapport à ça, ça peut être déjà un bon indicateur à mes yeux. Ensuite, comment en parler? Bah, vous dites le mot en fait, hein, pas besoin de préciser de quel harcèlement, moral, sexuel, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche en entretien, je veux dire. Après, pour vous, ça a toute son importance, bien évidemment. Mais en entretien, on s'en fiche. Vous parlez de harcèlement, vous dites voilà, vous mettez les mots. Encore une fois, ça passe aussi par dire les mots. C'est pas juste reconnaître le harcèlement, c'est pas juste nommer les choses en off avec les professionnels sur le plan médical, etc. C'est aussi nommer les choses en entretien, quoi. Vous avez le droit de le dire. Oui, moi, j'ai été victime de harcèlement. Et j'en garde une très mauvaise expérience parce que moi j'ai été recrutée pour faire ce métier-là. C'est ce qu'on m'a proposé à la base, c'était de faire ça, ça, ça et ça. Et finalement, bah, j'ai été ostracisée de mon équipe. Les sujets finalement intéressants, ils étaient donnés aux autres. Ou alors finalement, mon patron avait un comportement très déplacé à mon égard, sans forcément donner du détail. On comprend peut-être assez vite pour le coup qu'on est dans du harcèlement sexuel. Donc voilà, donc donner en fait le point de départ, pourquoi on vous a recruté et la réalité en fait. Et aujourd'hui, quel bilan vous en faites? J'en ressors à la fois grandi, entre guillemets, parce que voilà, vous avez fait cette thérapie, vous avez fait cette guérison, donc vous en ressortez grandi par le fait que vous avez fait un schéma de travail personnel. Ça, vous pouvez le dire. Sur le moment, j'étais brisée et je me suis guérie à travers tout un schéma de reconstruction. Mais naturellement, aujourd'hui, je ne souhaite pas revivre cela, quoi. Et là, vous pouvez dire votre vision idéale des choses, c'est la suivante. Donc, vous pouvez très bien mettre sur la table les points sur lesquels vous souhaitez en termes de méthode de travail, de management, mais aussi surtout les points que vous refusez. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah voilà, sur ces 4 points, je vais être intransigeante. Moi, pour le coup, je refuse un poste si il y a cette ambiance de travail-là, quoi. Et c'est vraiment pour vous un des critères importants pour être pleinement épanoui en entretien, dans le cadre de votre job. Donc ça peut sembler assez honnête, d'une part. On peut se dire, bon, bah la personne, a priori, elle sait ce qu'elle veut. On a quelqu'un de fort en face de soi. Donc on se dit, a priori, la fragilité, entre guillemets, elle est encore là, mais la personne en entretien, elle ne met pas que ça sur la table. Donc du coup, c'est intéressant de voir derrière comment réagissent ces personnes. C'est les recruteurs, les employeurs vont entendre tous ces mots, ils les connaissent ces mots. C'est pas quelque chose où ils sont là, oh, mon Dieu, mais de quoi on parle? Si, ils les connaissent. Des fois, ils les entendent de par les collaborateurs, ils en parlent de ça des fois. Donc c'est pas quelque chose d'obscur a priori. Et en l'occurrence, si vraiment le recruteur est choqué, surpris, et puis finalement vous écarte, bah c'était pas la bonne entreprise et c'est pas grave en fait. Après évidemment, si vous sentez que voilà il y a une bonne réception de votre message et une bonne réception de votre histoire en fait, hein, parce que le curriculum vitae c'est votre histoire professionnelle, c'est quand même l'histoire, c'est pas juste pro en fait. Hein. Des fois il y a aussi tout ce qu'il y a autour et donc s'il y a une bonne réception de votre histoire professionnelle. Bah, et envisager la suite ensemble, qu'est-ce que nous pouvons apporter mutuellement, questionner pour lever les red flags, etc., etc. Globalement, c'est comme ça que je vois les choses. Après, c'est très certainement perfectible et j'ai bien envie, dans cette chaîne YouTube aussi, d'inviter des personnes qui ont vécu ça de près pour pouvoir vraiment, comment dire,
comment expliquer ça? Pour vraiment pouvoir donner des témoignages plus concrets, plus réels par rapport à ce qu'ont vécu les individus. Chaque individu est différent, chaque personne vivra la situation traitée différemment. Peut-être qu'il y en a certaines personnes qui seront pleinement guéries et donc là, elles sont plus dans l'après et ce qu'elles retiennent de tout ce qu'elles ont vécu. Il y en a qui seront certainement encore dans le problème de la guérison, etc. Donc, ça peut être intéressant d'avoir aussi des personnes qui, sur le sujet, voilà, vont pouvoir vous donner à la fois les mots que vous avez envie d'entendre, qui sont pas souvent dits dans le cadre des confs, dans le cadre des présentations YouTube, dans le cadre même professionnel. Mais ça peut être aussi intéressant, voilà, de voir en fait ce que vont dire les gens dans leur quotidien. Ensuite, le sujet de la dépression. Donc moi, la dépression, il faut savoir, c'est que c'est clairement très distingué. Il faut vraiment le distinguer de la déprime, premièrement, et du burn-out. Alors la dépression, c'est vraiment une pathologie répondant en fait à des critères de diagnostic. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et là, bien précis, comme par exemple la fatigue, les troubles de l'humeur, la perte d'intérêt, les troubles du sommeil, quoi. Il y a vraiment plusieurs symptômes, en fait, hein, qui parfois sont chroniques, parfois c'est sur un instant T, mais il y a quand même ce principe de souffrance intérieure qui est très difficile. Là où le burn-out, en fait, c'est, comment expliquer ça simplement, c'est le stade d'une exposition à une situation de stress professionnel chronique et récurrent. Donc c'est très ressemblant, mais j'ai envie de dire que la dépression est quelque chose de peut-être beaucoup plus pathologique par rapport au burn-out. Alors là c'est pareil, la dépression moi je l'ai pas connue, j'en ai connu certains qui sont passés par là, certaines personnes, donc certainement encore une fois qu'il y aura beaucoup de choses à perfectionner par rapport à ce point-là précisément, et voilà, il y a encore vraiment beaucoup de choses à dire. Donc moi, je vais faire ça en 1 heure de présentation, mais le sujet peut être encore une fois, comme je le disais aussi dans mon ancienne présentation, chaque sujet peut être une présentation complète en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc encore une fois, l'idée c'est de travailler toujours en amont en fait, un accompagnement multiple avant dans les terrains sur la recherche de job, identifier les causes personnelles, pro, les deux. Qu'est-ce qui provoque une dépression en fait? Des fois, ça peut être le harcèlement justement, bon, j'en parlais juste avant. Ça peut être à un moment donné un burn-out qui dure aussi, et donc on arrive sur un terrain de dépression profonde. Ça peut être aussi des causes personnelles, des fois d'un grave accident, un deuil. Vraiment, il y a plein de choses en fait qui sont à l'origine de ça. Ensuite, c'est il y a vraiment la possibilité de prévoir, si vous êtes en poste, des aménagements de votre poste, donc réduction provisoire du temps de travail, ça peut être voilà du mi-temps professionnel. C'est vraiment tout à fait possible en fait avec votre employeur justement de discuter avec vos RH comment vous pouvez faire en sorte que déjà votre vie au quotidien ne soit compatible avec votre travail. C'est là où c'est le plus dur parce que parfois la dépression, on est vraiment, et c'est là où des fois c'est même pas reconnu malheureusement sur le plan professionnel comme étant une maladie professionnelle et pourtant c'est très handicapant. Je veux dire, il y a des personnes de dépression qui sont dans l'incapacité vraiment de travailler et plus votre employeur est réceptif au message, plus il est capable justement de prendre en considération le sérieux de ce que vous vivez, plus après pareil, s'il faut chercher un autre job, etc., bah vous serez plus capable de le faire par la suite parce que vous savez exactement qu'un employeur il est capable de mettre ces aménagements-là. Vous connaissez le droit du travail, vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes sur le plan juridique, donc vous êtes capable de mettre quand on connaît ses droits et ses devoirs, on est capable d'avoir des exigences en fait quand il s'agit de chercher un nouveau job. Pendant l'arrêt de longue durée pour dépression, les salariés ne peuvent pas être licenciés. Donc ça, c'est vraiment important et a le droit de percevoir des indemnités. Donc là, c'est comme je le disais tout à l'heure, connaître ses droits et ses devoirs, c'est super important. Ça vous permet de pas être dans ce que j'appelle la double peine, c'est-à-dire qu'il y a la dépression, puis en plus de ça, il y a la perte de job parce que vous êtes licencié, puis en plus de ça, vous n'arrivez pas à trouver un autre job derrière. Quoi, vous voyez, il y a un petit peu ce que j'appelle le cumul des problèmes. Et donc déjà de se dire que si ça arrive, quelle est la cause? Et si évidemment c'est votre employeur la cause, bah il faut partir. Ça c'est certain. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, plus on identifie tôt, plus on arrive à gérer le problème suffisamment tôt, plus derrière la recherche de job, elle est facile. Quoi, facile.
entre guillemets bien sûr. Mais en tout cas, si c'est une cause extérieure, que l'employeur, en l'état, que le travail, ça peut être intéressant, voilà, de vraiment aller chercher les personnes qui sont capables de vous aider, de vous conseiller, de vous aiguiller. Et là, il peut y avoir, comme je le disais, hein, sur le plan juridique, sur le plan des psychologues, sur le plan médical, avoir. Et là, il y a plusieurs aussi points à faire. Euh, c'est vraiment aussi d'aller chercher en fait la preuve de tout ça, c'est-à-dire un arrêt maladie, et donc du coup derrière de pouvoir vraiment avoir quelque chose qui factuellement dit voilà, vous êtes dans un état dépressif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans la dépression, parce que des fois il y a un peu ce côté un sentiment, mais on ne sait pas exactement ce que ça signifie, et en fait il n'y a rien de concret qui acte la chose en fait. Donc le facteur, comme je disais, le travail peut être un facteur déclencheur, comme il peut montrer la voie de la guérison. Donc c'est là où, si c'est votre employeur, la raison de tout ça, bah, trouver un autre job, c'est la voie de la guérison. Et si par contre c'est le fait que à un moment donné vous avez les mécanismes, comme je disais tout à l'heure, qui reviennent à chaque fois parce qu'en fait vous êtes dans la capacité de dire non, vous êtes dans la capacité à un moment donné, je sais pas, de dire stop par rapport à du harcèlement, etc. Et qu'en fait à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation de job ou dans un job, la dépression revient. Ça peut être aussi intéressant de pointer encore une fois le doigt sur la cause. Qu'est-ce qui provoque en fait la dépression? Qu'est-ce qui fait que sur le plan psychologique, même cognitif, il y a quelque chose qui fait qu'il y a toujours un schéma qui se répète. Donc c'est vraiment encore une fois important de pointer du doigt la cause et le travail. Effectivement, c'est pas si simple que ça. C'est vachement complexe. Il peut à la fois être une zone de guérison, comme je disais, comme une zone de facteur déclenchant. Allez à la recherche des postes adaptés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Connaissez vos droits, vos devoirs. Vous savez à partir de là quelles seront naturellement vos exigences pour après, aussi bien avec votre employeur, mais aussi dans les futurs jobs. Voyez à quel point c'est la réception de votre demande, elle est là aussi ou pas. Et on en vient un peu au même schéma, c'est-à-dire bien questionner, bien se questionner sur ce que vous voulez faire, ce qui est compatible ou pas, et questionner un entretien et avoir confiance, encore une fois, de vos limites et de vos failles. Parce que souvent, quand il y a des schémas qui se répètent, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'il faut colmater, quoi, vous voyez. Donc des fois, ça passe par des solutions médicamenteuses, des fois, ça passe par justement tout ce qui va être thérapie, ça passe par la connaissance de soi, en fait, hein, quelque part. Et donc, ça permet à un moment donné de s'accepter aussi avec ce problème souvent chronique, mais ça permet aussi de mettre sur la table les conditions pour un futur job. Alors concrètement, comment ça se passe? On est en entretien, on va dire que l'étape de recherche de job est là. Comment ça se passe pour justement bien amener le sujet sur la table. Alors là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre le mot dépression sur la table. Je pense que malheureusement, il y a encore beaucoup de ce qu'on appelle de psychophobie. Je sais pas si je crois que c'est le terme, c'est ça. C'est-à-dire, on part du principe qu'une personne qui est dans un état dépressif, on va tout de suite l'imaginer en train de s'écrouler au sol, en train de faire une moue complètement non joyeuse ou quoi que ce soit. Quoi. Je veux dire, en fait, il y a plein d'a priori derrière ce terme et parfois la réalité de la dépression n'est pas du tout celle qu'on voit dans les films, celle que l'on voit parfois dans, je sais pas, les caricatures ou ce genre de choses. La dépression, il y a des gens qui sont dépressifs mais qui en façade sont ultra joyeux, qui en façade en fait vont montrer des fois de l'humour, qui vont montrer faire des blagues, qui vont parfois être ultra solaires parfois. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, la dépression se détecte pas toujours parce que les gens des fois jouent un rôle, jouent un masque. C'est ce que disait d'ailleurs notamment Jim Carrey par rapport à ça. Il avait fait une super vidéo qui disait à un moment donné la dépression, c'est quand le corps il dit fuck you quoi. Et il dit fuck you parce qu'à un moment donné, le cerveau lui il est capable de s'adapter, il crée un avatar qui va jouer un rôle social, qui va jouer un rôle dans l'entreprise, qui va jouer un rôle avec la famille, qui va jouer un rôle autour de soi en fait. Et à un moment donné, il y a un manque d'alignement entre ce que l'on est en tant que personne et cet avatar-là justement qu'on a créé. Et les personnes des fois font des tentatives de suicide, on dit mais c'est pas possible, il était super heureux ou elle était super heureuse, je comprends pas, etc. Et en fait on se rend compte que le mal-être il est plus profond et les personnes ne le montrent pas toujours. Donc de dire en entretien voilà je suis en dépression, ça va plus amener des a priori, de la psychophobie, des choses finalement où les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est ce terme-là, cette réalité-là, et vont tout de suite vous mettre dans une case plutôt que de chercher
chercher à comprendre vos compétences, à comprendre qui vous êtes, et ils vont vous discriminer en fait. Et donc, je dis le mot, hein, parce qu'encore une fois, il faut bien nommer les choses, mais c'est ça, hein, des fois c'est de la discrimination, il n'y a pas... Euh, que l'handicap, il y a 18 critères de discrimination et les troubles et la santé mentale, etc. en fait partie. Et donc du coup, ça va plus amener ça en fait qu'autre chose. Donc moi j'ai envie de dire plutôt amener le fait que bah voilà, la relation avec votre ancien employeur s'est arrêtée brutalement car vous n'étiez pas aligné avec la fiche de poste. Encore une fois, on en vient parfois au problème que voilà la réalité de ce qui vous êtes, la réalité de vos compétences, la réalité du poste, parfois il peut y avoir un manque d'alignement ou alors un manque d'alignement avec la vision d'entreprise. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, poser des cas concrets d'incompatibilité, sans forcément dire le mot licenciement, sans forcément dire le mot dépression, ni même évoquer les conflits en fait avec votre patron. Ça ne regarde en fait que vous. Ensuite, les enseignements, les apprentissages, bah voilà, vous pouvez en tirer des conclusions par rapport à ça, en disant ni plus ni moins que maintenant je sais davantage ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et du coup, naturellement, à partir de là, dès l'instant où il y a eu cette démarche de compréhension de moi-même, je sais aujourd'hui mettre sur la table avec vous mes critères d'exigence. Et ce sont ceux-là. Est-ce qu'il est possible d'avoir des aménagements du poste par rapport au fait qu'à un moment donné je suis encore dans une certaine fragilité, mais je suis capable de travailler, mais j'ai besoin quand même d'avoir des aménagements pour ça, ça et ça et ça. Est-ce que naturellement on peut s'apporter ça? Après voilà, moi je ferai clairement des efforts sur un autre pendant, etc. Je peux vous apporter aussi plein d'autres choses, mais vraiment encore une fois, comme je le dis, ne pas faire tout l'entretien sur ça et de montrer que bah ok, il y a une fragilité, mais il y a une force par ailleurs, vos compétences sont là, et en fait encore une fois, comment vous voyez comment l'employeur réagit par rapport à ça, si à un moment donné il est complètement en train de vous juger, en train de prendre une sorte de retrait sur la chaise, s'il est là en train de se dire oula mais là c'est trop compliqué pour moi, bah en fait ça va être compliqué dans le quotidien de votre job en fait. Encore une fois, la dépression c'est pas toujours un truc sur l'instant T, c'est parfois sur la longueur. Il y aura peut-être des fois des moments où vous allez faire des rendez-vous médicaux, etc. Donc si déjà c'est compliqué juste à entendre le mot fragilité, bah ça sert à rien. Imaginez si vous avez dit seulement le mot dépression. Là, il aurait dit bon bah salut, ciao. Quoi, voilà. Donc vraiment, c'est important déjà de voir comment réagissent aussi les personnes en face de vous. Alors le burn-out. Grand sujet, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une exposition à un stress professionnel. C'est un terme qui est très galvaudé. C'est ce que j'expliquais déjà récemment dans une vidéo où il y a un petit peu ce côté, tout le monde met ces petits tracas des fois du quotidien dans ce mot. Alors il y a la réalité vraiment de ce terme et parfois les personnes qui l'ont vraiment vécu en parlent le moins. Et puis des personnes qui voilà ont fait une petite déprime, ont vu le PSG le jour de la Saint-Valentin rater son match de foot. Oula, je suis en burn-out. Non, je caricature. Mais parfois il y a un petit peu ce côté où on sait plus quoi mettre dedans, on sait plus quelle réalité c'est, on sait plus exactement le distinguo entre le vrai burn-out, le faux burn-out, entre ce que les personnes vont aussi en tirer de cela. Mais la bonne nouvelle entre guillemets, c'est que ce mot est davantage entendu aujourd'hui sur le marché du travail. Il est davantage entendu sur des posts LinkedIn, il est davantage entendu sur Twitter. Ça devient un terme finalement qui, contrairement à la dépression, c'est là où c'est bizarre, va peut-être moins entraîner l'attitude discriminante de l'employeur, va moins entraîner de rejet systématique, va moins entraîner de ce que j'appelle de la méfiance et de la peur. Parce que la méfiance et la peur, ça provoque, comme je le disais aussi dans ma première présentation, deux choses. Soit des gens qui vont dire j'ai peur, mais je vais quand même essayer de comprendre, et des gens qui vont être dans le rejet total et parfois dans une forme de violence, même dans les mots, dans la façon de se comporter. Donc c'est là où c'est entre guillemets une bonne nouvelle, c'est que déjà au moins le burn-out, il y a quelque chose de plus accepté, on va dire, sur le plan professionnel. Alors, chaque personne vit son burn-out de façon très différente. Là, c'est pareil, il y a des personnes j'ai déjà entendu, qui ont été dans une incapacité de travailler pendant 8 ans. C'est-à-dire qu'une personne, elle a vécu vraiment un burn-out à la fois sur le plan de la trahison, c'est-à-dire c'était une personne qui a été recrutée et son patron, c'était un ami, ils se connaissaient, et ils avaient un rapport affectif dans le sens où, bah voilà, ils s'invitaient à des dîners familiaux en commun, etc. Donc il y avait quelque chose de plus fort que le pro, et s'est retrouvé dans une situation d'écartement, il s'est retrouvé ostracisé, il s'est retrouvé exclu, et donc là il y a une forme de trahison aussi sur le plan personnel, c'est pas juste sur le plan professionnel, et la douleur elle est énorme, c'est-à-dire que en fait tu perds ton job en fait quelque part, c'est-à-dire que t'es plus considéré dans ton job, mais t'es plus considéré aussi par ton ami ou par quelqu'un qui est proche, et c'est là où j'en viens au fameux critères d'exigence et de stratégie de recherche.
c'est parfois d'éviter justement d'être recruté par des amis ou des gens, non, ça peut sembler très bizarre, c'est des fois je suis là à soumettre la cooptation, à dire c'est bien, au moins vous avez des gens avec qui vous vous entendez, c'est des personnes proches. Ça peut être des connaissances, mais quand votre supérieur hiérarchique est un ami, moi je trouve qu'il y a toujours quand même des précautions à prendre. Au moins des précautions à prendre en amont parce que l'amitié, ça peut entraîner pas mal on casse les freins. C'est-à-dire qu'on peut vous demander de travailler énormément parce que justement au nom de l'amitié, on peut des fois faire des remarques sexistes, racistes, j'en viens au harcèlement, parce que justement on est amis, mais bon, on se voit les week-ends, on se prend des verres, etc. Moi j'ai déjà vu des boss vraiment se comporter de façon infâme avec des gens parce qu'ils étaient très proches, et justement la proximité parfois déshumanise, c'est là où c'est très contradictoire, c'est-à-dire que on peut se permettre tout avec quelqu'un de proche en le tutoyant, c'est un ami, alors que si c'était justement quelqu'un de plus étranger, de plus distant, peut-être que ce patron ne se serait pas permis ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois c'est important, encore une fois, de se rendre compte à quel point, encore une fois, le facteur déclenchant, c'est quoi? Ça peut être le travail, l'excès de travail, mais ça peut être aussi plus profond que ça. Et puis y avoir vraiment une dimension très affective dans le burn-out, dans le fait qu'à un moment donné, bah voilà, vous avez cru à cette histoire, vous vous êtes donné à fond parce que vous aimez l'entreprise, ou vous aimez tout simplement votre boss parce que voilà, vous avez une relation amicale très forte, etc. Et bim, se retrouve une situation où soit on vous êtes rejeté, soit on vous en demande trop, soit à un moment donné vous êtes incapable de répondre à toutes les satisfactions qu'on vous demande, et ça fait péter en fait. Donc c'est ça le stress aussi, hein. C'est pas que voilà, j'ai pas rendu le job que je devais faire. C'est aussi le stress sur le plan affectif. Il y a des fois ce côté sur don, quoi. Il y a un don de soi énorme quand on est dans le domaine affectif. On veut faire plaisir à son ami, on veut faire plaisir à un patron, on veut faire plaisir à une personne avec qui vous a donné votre chance. Par exemple, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui vous a pris en tant que junior en alternance, et puis au final vous vous êtes trouvé à avoir un super job, un super salaire, et un petit côté bah non mais là tout ce qu'il m'a donné, moi il faut que je redonne autant. Et donc du coup ça provoque un petit peu ce côté surinvestissement affectif aussi, quoi. Moi je l'ai connu, c'est pour ça que je dis ça, c'est que j'ai tendance à être pas tiède dans mon job en fait, soit je suis à fond, soit bah je suis pas du tout. Il n'y a pas ce côté un peu où je fais semblant. Et en fait, moi j'ai beaucoup apprécié mes anciens patrons, j'étais à fond, j'avais l'impression qu'ils m'avaient donné une chance d'être voilà, RH, etc. Et je me suis retrouvée dans une situation où finalement, à mon retour de congé maternité, c'était plus du tout la même histoire. Et donc là, il y avait vraiment ce que j'appelle une rupture affective. C'était pas qu'une rupture pro, c'était aussi une rupture affective, quoi. Et là, je me suis dit, mince, en fait, tout ce que j'ai donné, ben, ça va à la poubelle, quoi. C'est comme si ça n'avait jamais eu lieu. Et il y a un petit peu ce côté où on se dit, mais à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? J'en viens un peu à la première présentation du harcèlement, hein. Mais c'est de ma faute, on culpabilise, ok, j'étais moins présente, etc., etc. Et en fait, ce qu'ils appréciaient, c'était pas tant moi en tant que personne, mais c'était le jus et l'énergie que je donnais. Et dès l'instant où j'étais moins disponible en tant que maman, bah, j'étais plus apte, quoi. Donc il y avait un petit peu ce côté, voilà, des fois c'est une rupture affective qui se passe, et on n'en parle pas assez de ça. Et c'est pareil par rapport à une autre situation où j'ai vécu vraiment ce que j'appelle une ostracisme, quoi. J'étais ostracisée dans l'équipe. En fait, on m'avait recrutée pour me dire, bah voilà, tu feras le job, t'es une personne qui va élever le niveau de compétence, etc. Et je pense que ma venue a été très mal interprétée par les personnes de l'équipe. Elles pensaient que j'étais là pour soit les fliquer, soit pour leur dire qu'elles font un mauvais job par rapport à ce que moi je pouvais faire. Et je me suis retrouvée vraiment dans une situation où il y avait du rejet total. Il y avait du rejet total. Et là, j'en viens un peu au harcèlement. On était vraiment dans du harcèlement de récréation. J'étais dans une salle de réunion. J'étais toujours mise en première dans la salle de réunion, et je voyais qu'en fait elles s'écartaient à chaque fois. Elles se mettaient ailleurs dans la salle de réunion. Bon bref. Et je me disais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est quoi le problème, quoi? J'ai l'impression que, je sais pas, on était dans le rejet total, en fait. Et là, j'en ai fait vraiment des problèmes. J'ai eu des palpitations cardiaques, je dormais plus. Non, ça a été vraiment pour moi une descente en enfer. Et là, oui, je l'ai identifié suffisamment tôt pour me barrer, en fait. On me disait, mais non, mais reste, t'inquiète, ça va changer, on va les virer et tout. Bref, je trouvais ça presque pire en fait, mais bon. Tout ça étant dit, c'est que vraiment, le burn-out, c'est pas la petite déprime en fait. C'est quelque chose de répété, de constant. C'est une exposition continue au stress professionnel en fait. Et il y a aussi une dimension très affective.
Ensuite, êtes-vous prêt à retourner au travail? Parce qu'il y a ça aussi, des gens qui sont dans le surinvestissement professionnel pensent qu'ils vont être guéris aussi en se surinvestissant pardon, ailleurs. Attention à ça, parce qu'on retrouve encore une fois les mêmes mécanismes. Identifier les mécanismes, identifier à un moment donné ce qui a fait que vous vous êtes tombé dans ce burn-out-là. Et donc, il y a une préparation autant psychologique que physique. Est-ce que vous êtes en forme physique? Parce que, bah voilà, un job, c'est des entretiens quand même, c'est de faire des rencontres, c'est des rendez-vous, c'est les processus de recrutement sont parfois de 3 semaines, hein, donc si vous en faites plusieurs des pistes, bah, ça peut être épuisant. Des fois, il y a des burn-out même dans le process de recrutement. Mais ça peut être aussi sur le plan psychologique. À un moment donné, qu'est-ce que vous allez mettre sur la table quand il y aura des points qui vont être abordés? Il y en a, j'ai vu, ils m'ont dit, bah, j'ai pas tenu, j'ai pleuré en fait, j'ai pas réussi à garder mes larmes parce que ça m'a réveillé des souvenirs trop douloureux. Et donc là, en fait, c'est normal, hein. Encore une fois, l'émotion a sa place, hein. Mais c'est du coup, les personnes en face ne sont pas toujours réceptives par rapport à l'émotion. Elles sont pas toujours réceptives, pardon, par rapport à l'émotion. Et donc, du coup, vous grillez une carte. Donc, c'est à quel point, en fait, vous êtes prêt à affronter les critiques, prêt à affronter, bah voilà, l'intégration, le quotidien, les entretiens, cette énergie à donner quand même, quoi. C'est pas anodin. Donc vraiment, c'est ça, c'est à quel point vous êtes dans un état disponible, en fait, pour travailler. Alors, burn-out, c'est pareil. Je ressors d'un épisode de burn-out, etc. Bon, ok, ça vous pouvez le dire du coup, quoi. C'est con, mais c'est presque beaucoup plus accepté, entendu. Moi, j'ai déjà beaucoup de personnes qui aujourd'hui m'en parlent en totale décontraction, hein. Donc, allons-y joyeusement. Si c'est voilà entendu et que c'est accepté, bah dites-le, hein, pour le coup. Donc là, vous en sortez en douceur. Je sais aujourd'hui où je veux aller, mais pas à n'importe quel prix. Et là, c'est pareil, encore une fois, mettez vos exigences. C'est bien d'avoir des exigences dans un entretien. C'est bien de savoir qui vous êtes et de le dire sur la table et de dire à un moment donné, si vous voulez me recruter, si vous voulez qu'on avance, c'est aussi selon mes conditions et pas juste selon vos conditions. Et la réciprocité, ça, c'est très bon à la fois pour soi, pour sa santé mentale, mais c'est aussi très bon pour le red flag, pour voir à quel point l'entreprise elle est dans un rapport soit de dominant-dominé, dans un rapport non équilibré dans la relation, et ça vous arrivez très vite à l'identifier quand vous mettez vos conditions et vos exigences sur la table. Donc là, vous pouvez expliquer en quelques mots votre histoire professionnelle et ce burn-out, qu'est-ce qui s'est passé, et votre nouveau moi et ses inspirations. Donc aujourd'hui, je suis une autre personne, et voici ce vers quoi je veux aller. Donc, ce que vous voulez plus, ce que vous voulez aller, en donnant des arguments et les moyens pour y arriver aussi, quoi. En disant, bah voilà, moi, le surinvestissement le soir et les week-ends, c'est juste plus possible. J'ai une nouvelle vie, j'ai une nouvelle vie de famille aussi. J'ai pas envie de détruire tout ce pendant à côté de mon entourage. C'est important pour moi, à un moment donné, que vous ayez conscience que, bah, voilà, typiquement, un aménagement sur le télétravail, c'est très profitable pour moi. Si vous voulez une personne motivée, qui s'investisse, etc., c'est aussi selon cette condition-là. Après, je reste flexible, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et qui, du coup, une sorte de dialogue aussi par rapport à ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement, etc. Et donc ça, c'est vraiment si l'entreprise ou la personne en face se montre ouverte. Il y en a certains qui feront semblant, il y en a certains qui en disant qu'ils sont ouverts, mais alors que pas du tout. Mais vous le verrez très vite si vous avancez dans le process, en fait, hein. Si vous avancez assez vite, c'est qu'ils sont très très ouverts à votre message. S'il se passe rien, il y a un mode ghosting. S'ils sont dans des doutes, bah vous le saurez aussi, quoi. Mais au moins, vous perdrez pas votre temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez suffisamment perdu votre temps, vous avez suffisamment donné de votre énergie, je veux dire, dans la guérison, dans le fait de vous relever de ce que vous avez vécu. Et là, j'en viens à tout ce que je viens de citer avant, la dépression, le harcèlement, pour que derrière, ne pas retomber dans les mêmes schémas, et quitte à prendre du temps, pour le coup, aussi bien pour vous, mais à prendre du temps à bien faire ces entretiens en profondeur, à bien cibler votre entreprise. C'est très très important à mes yeux que ce temps pris là, c'est du temps qui du coup ne sera moins donné dans la guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce que je vous recommande en tout cas. Alors le handicap, vaste sujet, là c'est pareil, je pourrais en faire une présentation totale, en sachant que pareil sur ce pendant-là, j'ai bien envie d'inviter des gens, j'ai bien envie d'inviter plein de personnes avec des problématiques d'handicap très très différentes. Le handicap, c'est une source de discrimination très forte, c'est 7% hein, aujourd'hui la discrimination à l'handicap. Juste avant, c'est le troisième motif de discrimination, le premier étant l'âge et le sexe. Ensuite les origines et ensuite l'handicap. Donc c'est quand même énorme. Et donc voilà. Et donc du coup, c'est un sujet très vaste où il y a à la fois l'handicap physique visible, il y a l'handicap physique invisible.
comme par exemple la surdité, on ne le voit pas forcément. Il y a l'handicap par rapport aux troubles psychologiques, il y a le neuroatypisme, que je considère comme dans le domaine de l'handicap, parce qu'il y a parfois ce façon cognitive de voir les choses qui ne s'adapte pas toujours par rapport au monde professionnel, par rapport même à des métiers. Hein. Quand je veux dire, il y a des métiers qui parfois sont difficilement compatiblement parlant en fait par rapport à un certain neuroatypisme. Donc c'est là où j'en viens à de quel handicap on parle en fait. Et à partir de là, je vais vraiment décliner un petit peu aussi, est-ce que vous en avez conscience ou pas? Parce que autant il y a des handicaps qui sont des fois déterminés très jeunes, il y a des fois déjà toute une vie autour de cet handicap qui a déjà été installée, comme par exemple voilà, le fauteuil roulant, comme par exemple, je sais pas, tout un dispositif médicamenteux, etc. Donc du coup, il y a vraiment déjà, est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que c'est dans votre réalité ou au contraire, ça n'a pas été encore diagnostiqué? Et là, j'en viens au neuroatypisme où il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi à chaque fois il y a des échecs dans leur job, pourquoi en entretien ça passe pas, pourquoi il peut y avoir, je sais pas, ce rejet de qui vous êtes, etc. Des fois, c'est un travail de découverte très tardive, notamment l'autisme Asperger. Chez la femme et chez l'homme, c'est très très différent. Il y a des femmes qui ne sont même pas au courant en fait qu'elles sont dans ce domaine-là. Des fois, ça se fait par le hasard des rencontres ou ça se fait parce qu'à un moment donné, les personnes en souffrent et cherchent à comprendre des raisons et donc finissent par rencontrer des psychiatres ou des psychologues, etc. Donc c'est là où je dis que des fois, c'est à quel point vous en êtes dans votre maturité, dans la connaissance de cet handicap. Et ça peut jouer beaucoup pour après. Bien se connaître et investir dans sa santé mentale. Ça, c'est pareil, c'est pas des dépenses. Le psy, pour moi, à mes yeux, c'est pas des dépenses que de rencontrer des coachs aussi, hein, qui peuvent aussi être des personnes intéressantes dans la manière de faire ce que j'appelle le matching entre qui vous êtes, votre handicap et le monde professionnel. Et ces dépenses, parfois, sont très salutaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut investir dans sa santé mentale, investiguer. Il faut aller à la recherche, je pense, peut-être aussi de tenants un petit peu plus éducatifs, personnels, parfois religieux, quand j'en sais rien. Mais vraiment, c'est important de comprendre à un moment donné qui vous êtes, quoi. Et des fois, c'est toute une vie, hein. Mais déjà, d'avoir des petites billes, des petites réponses, des éléments de réponse à vos questionnements, en fait. Et là, c'est pareil. Adapter la recherche de job en fonction de ses connaissances, vos limites et vos contraintes. Contraintes physiques, bah voilà, vous avez un handicap physique et en même temps, vous ne pouvez pas vous déplacer aussi facilement. Naturellement, vous allez peut-être rechercher un job en télétravail. L'autisme, c'est pareil. Il y a parfois une certaine anxiété sociale. Il y a une capacité à s'intégrer dans le monde pro qui est parfois plus compliquée quand il y a du bruit, plein de monde autour. Clairement, il y en a beaucoup qui vont dire, bah moi, je veux du télétravail pour cette raison-là. Et c'est totalement entendable en fait. Pareil pour des problématiques de surdité, des fois il y a des personnes qui le disent ouvertement et donc du coup les entretiens, il faut aussi les adapter en fonction de ça, et ainsi de suite. Et donc du coup, déjà voilà, trois choses. Arriver à un stade de maturité, de connaissance, idéalement en tout cas, l'accepter cet handicap, parce que c'est ça aussi, des fois il y en a certains, ils ont la connaissance, ils ont le diagnostic qui est posé, puis au final, l'accepter c'est encore une autre paire de manches, et puis derrière, après savoir en parler et adapter un poste en fonction de ce que vous vivez en fait. Là, pareil, renouer aussi dans votre recherche de job avec votre réseau pro en douceur. Cette information, encore une fois, je ne cesserai de le dire, doit venir de vous et uniquement vous et ne jamais de l'employeur. C'est pas lui qui doit mettre sur la table vos problématiques personnel, parce qu'on est encore une fois dans le registre de la discrimination si à un moment donné ils arrivent sur un terrain qui ne les concerne pas par rapport au job et par rapport aux compétences. Et enfin, si vous faites ce choix de partager cela, assumez-le totalement. Moi, c'est ce que je vous conseille. C'est-à-dire si vous avez dit, bah là, moi, je veux le dire. Moi, il y a des personnes qui me le disent en totale décontraction, encore une fois, que ça soit sur le CV, que ça soit typiquement dans les échanges par mail en disant, bah voilà, j'ai des problématiques de surdité. Je préfère donc faire un entretien en visio et surtout articuler bien quand on va dire les choses. Aucun souci. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que des fois, c'est super important de le dire, je trouve, pour avoir un bon niveau d'identification des entreprises ouvertes et celles qui ne le sont pas du tout, en fait. Alors, dans le cadre de mon expérience, j'ai développé 3 machins, mais aussi j'ai des contraintes personnelles qui me poussent aujourd'hui à avoir des exigences. Donc, en fait, quand je dis ça, c'est que dans la présentation du profil professionnel, il y a les grandes rubriques de ce que vous êtes sur le plan des compétences. Vous voyez ce que je veux dire? Dev, data, ops, etc. Et donc, il y a aussi ce que vous êtes en tant qu'individu.
Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous pouvez très bien soit l'incrémenter dans la présentation des grandes briques de compétences, en disant, bah voilà, sur la partie dev, par ailleurs aussi, j'ai un handicap sur tel sujet. Ça m'a été profitable parfois dans le métier, parfois plus compliqué. Vous pouvez soit le dire à la fin de votre présentation, soit en même temps que vous présentez chaque brique. Mais en tout cas, que ça s'incrémente de façon naturelle, en fait. Qu'on se dise, bah voilà, en fait, c'est son histoire, encore une fois, professionnelle, ses compétences, mais aussi ce que la personne, elle est, en fait. Donc, dites-le avec vraiment les mots. Moi, c'est ce que je vous conseille. Partagez le souhait adapté. J'aimerais donc un job qui me permet de, et après, nous pouvons en discuter, etc. Et ça ne doit pas prendre toute la place dans l'échange non plus, c'est-à-dire que dès l'instant où c'est entre guillemets un non-sujet et que vous assumez, bah, ça ne doit pas être dérangeant pour la personne en face de vous. Donc il ne faut pas épiloguer, se justifier, culpabiliser, presque se sentir petit par rapport à la personne en face. En fait, non, c'est vous le mettez, puis fin de l'histoire en fait. Quoi. Et la personne en face, après, elle réceptionne cette info, elle agit en conséquence, et c'est plus, entre guillemets, quand je dis c'est un non-sujet, c'est qu'il n'y a rien d'anormal à le dire, quoi. Il n'y a rien d'anormal non plus à partager ce sujet qui est votre personne en fait. Et enfin, comment vous pouvez travailler ensemble, etc. Donc ça, c'est pareil. C'est s'il y a une ouverture, une personne en face qui se montre complètement ouverte à la discussion, hop, vous amenez le sujet de l'apport mutuel dans le job. Alors, mes conseils. Encore une fois, c'est ce que je disais dans la première présentation, faites un moment d'échange, que ce sujet sur la table qui est parfois tabou, délicat, on peut mettre tous les mots qu'on veut, ça soit un moment où on voit le degré de réception et d'ouverture des entreprises. Ne rentrez pas dans les détails, ça sert à rien pour moi, c'est votre histoire, pas besoin d'expliquer comment vous avez démissionné, comment vous êtes licencié, comment vous affrontez aujourd'hui la dépression, qu'est-ce qu'a fait votre patron en détail par rapport au harcèlement, par exemple sexuel ou ce genre de choses. Je pense que ça n'a pas sa place et ça va plus provoquer chez vous le réveil des traumas. Est-ce que vous êtes apte à les vivre en entretien avec une personne inconnue? Enfin, je trouve que c'est pas évident. Moi, la première, quand je l'ai vécu, le burn-out, par exemple, bah, je rentrais pas dans les détails. Et voilà, ça m'allait très bien qu'on ne pose pas plus de questions aussi, parce que bon, ça reste quand même des, entre guillemets, des inconnus, quoi. Vous voyez des personnes qui, voilà, c'est pas des gens que vous côtoyez au quotidien, quoi. Donc, je pense que moins vous détaillez, mieux ça sera facile d'en parler. Et puis aussi, ça permettra de mettre en avant tout le reste, en fait, vos compétences, ce pourquoi, en fait, on vous recrute. Et surtout, ne lâchez rien et restez entouré au maximum dans ce combat et cette recherche de job, en fait. Parce que, encore une fois, l'entourage, c'est ce qui fait souvent la différence dans le fait qu'on s'en sorte ou pas, dans le fait qu'on arrive à affronter le futur, à se projeter, à aller dans la recherche d'un job. C'est parce qu'on s'est bien entouré sur le plan familial, et des fois, quand il n'y a pas cet entourage familial, aller à la rencontre de pairs, de personnes qui ont vécu certainement les mêmes choses que vous, aller à la rencontre de professionnels de santé, aller à la rencontre de psychologues, de psychiatres, bref, même si voilà, c'est un investissement, encore une fois, qui est coûteux, c'est un investissement qui peut être salutaire pour votre vie et pour votre carrière professionnelle. Voilà, merci à tous. J'espère que ça a été assez complet. Désolée pour le timing, j'ai l'impression que, encore une fois, je parle pendant des heures, mais pas évident d'aborder un sujet complexe comme celui-ci, et puis en plus sur plein de pendants, en genre 30 minutes, quoi. Donc, celle-ci, elle est plus longue. Peut-être que je ferai des coupures la prochaine fois en prenant un sujet précis et rentrer plus en détail. Il y a une personne qui notamment a été prise au Devox, je sais plus son nom, c'est Angie, je crois, on voit sur Twitter, qui va parler de l'autisme. Ça, c'est super, typiquement. Donc vraiment, allez voir aussi ces confs-là, allez discuter avec ces personnes, essayez de rencontrer encore une fois des personnes qui ont vécu, qui sont passées par là, et j'essaierai à travers cette chaîne aussi davantage de faire intervenir des individus qui ont vécu des choses assez similaires, de façon à avoir aussi un regard différent de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Voilà, merci à tous et très très bonne journée.